Je m'appelle Chloé. J'ai 32 ans et il y a 3 semaines, ma vie entière a basculé lors de la fête du 40e anniversaire de mariage de mes parents. La salle à manger était remplie de monde, des voisins, des amis du club de bridge, d'anciens collègues. 30 invités étaient assis autour de table, nappés de blanc, entourés de cristaux étincelants, tandis qu'une musique douce passait en fond sonore. Des bougies illuminaient toute la pièce. Tout le monde souriait comme si nous étions la famille idéale. Je le savais mieux que quiconque, car c'est moi qui avais passé la semaine entière à m'assurer que tout soit parfait. J'avais commandé les fleurs. J'avais écrit les cartons d'invitation à la main parce que ma mère voulait qu'ils soient élégants. J'avais poli l'argenterie jusqu'à avoir mal aux doigts. J'avais coordonné le traiteur. J'avais repassé les nappes. J'avais même réorganisé les meubles du salon à 3 reprises parce que ma mère ne cessait de changer d'avis. Le jour de la fête, je suis arrivé à 7 heures du matin en jean et vieux t-shirt, car je savais que j'allais passer les 10 prochaines heures à travailler. Et c'est ce que j'ai fait. Le soir venu, la maison était magnifique. Mes parents adoraient les apparences. La famille habitait une grande demeure bourgeoise à Saint-Germain-en-Laye, près de Paris. 5 chambres, une pelouse impeccable, un garage double, tout était net et brillant. Le genre de maison qui laissait penser que la famille à l'intérieur devait aussi être parfaite. Mon père, Gérard, avait pris sa retraite d'une grande banque 3 ans plus tôt. Ma mère, Béatrice, n'avait jamais eu d'emploi rémunéré, mais elle se comportait comme si elle dirigeait une multinationale. Elle contrôlait tout, les événements caritatifs, les fêtes de quartier, les vacances en famille. Chaque détail devait être irréprochable. Et puis il y avait ma petite sœur, Léa. Léa avait 3 ans de moins que moi, elle était belle, bruyante et toujours traitée comme le centre de l'univers. Elle avait épousé Antoine, un avocat d'affaires qui portait des costumes sur mesure et parlait comme si chaque conversation était une réunion de conseil d'administration. Ils avaient 2 enfants, Léo, 5 ans, et Camille, 3 ans, et tout le monde dans la famille agissait comme si ses enfants étaient des princes héritiers, surtout ma mère. Chaque fois que je rendais visite à mes parents, la même scène se répétait. « Chloé, déplace ta voiture », disait ma mère avant même que j'aie franchi le seuil. Pourquoi? Parce qu'Antoine arrive avec l'Audi. Ça présente mieux dans l'allée. Ainsi, ma vieille Renault Clio finissait toujours garée dans la rue. Je ne discutais jamais. C'était mon rôle dans la famille, la fille effacée, serviable, invisible. Je travaillais à domicile comme comptable à temps partiel, des horaires flexibles, un revenu correct, rien d'impressionnant selon les critères de ma famille, mais il y avait une autre partie de ma vie que personne ne connaissait, un secret. 3 ans plus tôt, mon compagnon Julien avait rompu. Après 4 ans de vie commune. Je me souviens encore de ces mots exacts. « Je t'aime, Chloé », m'avait-il dit par un soir de pluie, mais je ne suis plus amoureux de toi. Je suis resté là, pétrifié, pendant qu'il se frottait nerveusement les mains. Puis il a prononcé la phrase qui est restée gravée en moi comme une lame de couteau, tu es toujours juste là. Présente, mais c'est tout. Comme un meuble. Comme le papier peint. Comme quelqu'un qu'on finit par ne plus voir. Après son départ, j'ai erré dans les rues de Paris, le cœur vide. Je me suis retrouvé par hasard dans un dépôt-vente, et c'est là que j'ai vu l'appareil photo. Un réflexe Canon d'occasion. Il coûtait 180 €. J'aurais dû économiser cet argent, mais je l'ai acheté. Cet appareil est devenu la seule chose dans ma vie qui m'appartenait vraiment. J'ai commencé à prendre des photos de gens que les autres ignoraient, une vieille dame assise seule sur un banc. Un agent d'entretien fatigué buvant un café à minuit, un vendeur de journaux se frottant les mains par un froid glacial. Des gens invisibles.
des gens à travers lesquels le monde regardait sans s'arrêter. Tout comme moi. J'ai créé un compte Instagram anonyme appelé Femmes Invisibles. Pas de nom, pas de visage. Seulement des photographies. En 3 ans, des inconnus du monde entier ont commencé à suivre ma page. 12 000 personnes. 12 000 étrangers voyaient mon travail plus clairement que ma propre famille ne m'avait jamais vu. Mais je gardais cela secret. L'appareil restait caché au fond de mon armoire, enveloppé dans une vieille écharpe en cachemire. La seule personne au courant était ma tante Sylvie. Sylvie était la sœur cadette de ma mère. Selon ma mère, elle était la déception de la famille. Elle ne s'était jamais mariée. Elle était partie s'installer au Pays Basque il y a 20 ans pour ouvrir un café-atelier de poterie. Elle a gâché sa vie à jouer avec de la boue, disait toujours ma mère. Mais tante Sylvie était la seule personne qui m'écoutait vraiment. Chaque dimanche soir depuis 7 ans, nous parlions au téléphone. Un soir, je lui ai enfin envoyé l'une de mes photos. Sa réponse m'a fait pleurer. Chloé, a-t-elle murmuré, c'est extraordinaire. Personne n'avait jamais qualifié ce que je faisais d'extraordinaire auparavant. Elle m'a encouragé à continuer, à poster, à croire en moi. Puis, 3 semaines avant l'anniversaire de mariage, elle a changé ma vie. Chloé, a-t-elle dit prudemment, j'espère que tu ne m'en voudras pas, mais j'ai partagé ta page Instagram avec un propriétaire de galerie que je connais à Biarritz. Mon estomac s'est noué. Quoi? Il s'appelle Marc-André Leroy. Il possède la galerie Lumière Océane. Il t'a envoyé un mail. Car il veut discuter de ton travail. J'ai failli lâcher le téléphone. Ce mail était donc vrai? Oui, a dit tante Sylvie doucement, et il pense que tu as du talent. Du talent? Ce mot me semblait irréel. Ce soir-là, après avoir fixé le message pendant presque 1 heure, j'ai enfin répondu à Marc-André Leroy. Puis vint le jour de la fête d'anniversaire. À 18 h, je m'étais enfin changé pour mettre une robe noire toute simple. Rien de sophistiqué. Ma mère m'a arrêté dans le couloir. C'est ça que tu portes, a-t-elle demandé. C'est du noir, c'est sobre, ai-je répondu doucement. Elle a froncé les sourcils. C'est correct. Contente-toi de ne pas attirer l'attention ce soir. Cette soirée est pour ton père et moi. J'ai acquiescé. J'acquiesçais toujours. Les invités sont arrivés à 19 h. Léa est entrée 15 minutes plus tard dans une robe rouge éclatante de créateur, suivie d'Antoine qui portait la petite Camille. Ma mère a presque traversé la pièce en courant. Oh, regarde-toi! S'est-elle exclamée, magnifique comme toujours. Puis elle a fièrement présenté Antoine à tout le monde. Antoine vient de devenir associé dans son cabinet d'avocat. Tout le monde a applaudi. Personne n'a remarqué que je me tenais à côté avec un plateau de petits fours. À un moment donné, une femme a pris une verrine et m'a souri. Vous faites partie de l'équipe du traiteur, a-t-elle demandé. Avant que je puisse répondre, ma mère est intervenue. Oh non, a-t-elle ri, c'est Chloé. Elle donne un coup de main. Donner un coup de main. C'était là toute mon identité. Plus tard, Antoine s'est approché avec Camille dans les bras tandis que Léo tirait sur sa manche. Tu peux prendre les petits, a-t-il demandé nonchalamment. Léa et moi devons aller saluer les invités. Pas de s'il te plaît, pas de merci. Juste une évidence. Alors, je les ai pris. Je leur ai fait dîner dans la cuisine. J'ai nettoyé une tache de jus sur la robe de Camille. J'ai empêché Léo de courir en hurlant dans la maison. Quand je suis retourné dans la salle à manger, le dessert était déjà servi. Personne ne m'avait gardé d'assiette. Puis vint l'annonce. Mon père s'est levé et a tapoté
Son verre de champagne avec sa fourchette. Le silence s'est fait. Béatrice et moi tenons à vous remercier d'être venu ce soir, a-t-il déclaré. Chaleureusement. Ma mère souriait fièrement à ses côtés. Pour fêter nos 40 ans de mariage, nous avons décidé de faire quelque chose de spécial. Il a marqué une pause dramatique. Nous emmenons toute la famille aux Seychelles. La semaine prochaine. La salle a explosé de joie. Oh mon Dieu! Quel voyage! Merveilleux! C'est incroyable! Léa a poussé un petit cri de joie. Les enfants vont adorer. Mon cœur a bondi. Pour une fois, j'ai pensé que je serais peut-être incluse. Peut-être que je pourrais enfin me détendre, m'asseoir sur une plage et arrêter d'être utile pendant un moment. Je me suis approché en souriant. C'est fantastique, ai-je dit. À quelle heure est notre vol? Dès que ces mots sont sortis de ma bouche, l'ambiance a changé. Mon père a semblé mal à l'aise. Le sourire de ma mère s'est crispé. Ils ont échangé un regard rapide. Puis mon père s'est raclé la gorge. Tu n'as pas besoin des détails du vol, Chloé. J'ai cligné des yeux. Je ne comprends pas. Tu ne viens pas. Un silence de mort s'est installé. 30 personnes me regardaient, plantées là avec une assiette de dessert sale à la main. Ma mère a pris la parole comme si c'était la chose la plus normale au monde. Il faut bien que quelqu'un reste ici pour s'occuper des enfants. Je l'ai fixé. Mais tu as dit toute la famille. Léa et Antoine ont besoin de vraies vacances, a répliqué ma mère. Sèchement. Toi, tu n'as rien d'important de prévu de toute façon. Antoine a hoché la tête. Ce n'est qu'une semaine, a-t-il ajouté. Les enfants t'adorent. Comme si cela expliquait tout. Une femme a chuchoté à son mari à côté de moi, la pauvre, elle doit avoir l'habitude. Cela m'a fait plus de mal que tout le reste. Parce qu'elle avait raison. J'ai affiché ce même faux sourire que je portais toute ma vie. Bien sûr, ai-je dit doucement. Je comprends. Puis je suis allé dans la cuisine avant que quiconque ne voie mon visage se décomposer. Je suis resté devant l'évier, agrippé au plan de travail. Quelque chose en moi s'est brisé. Pas bruyamment, pas de façon spectaculaire. Juste assez pour que la vérité finisse par entrer. Il ne me voyait pas comme un membre de la famille. Il me voyait comme de la main-d'œuvre gratuite. La fête a continué sans moi. J'ai fait la vaisselle. Tandis que les rires résonnaient à travers les murs. Plus tard, Léa est entrée dans la cuisine avec son verre de vin. Ne fais pas cette tête, a-t-elle dit. Négligemment. J'ai continué à laver les assiettes. Tu sais, Antoine et moi avons vraiment besoin de ce voyage. La vie de parent est épuisante. Je n'ai rien dit. Et puis, a-t-elle poursuivi, tu es génial avec les petits. Ils remarqueront à peine notre absence. Elle a sorti son téléphone. Antoine t'a préparé un planning. Léo a besoin de gouttes dans les oreilles avant de dormir. Camille ne doit plus manger de fraises. Elle continuait de parler comme si tout était déjà décidé, comme si ma vie leur appartenait. Cette nuit-là, après minuit, j'étais assise seule dans la cuisine de mes parents pour essayer d'envoyer des fichiers à un client. Mon ordinateur était resté chez moi, j'ai donc ouvert celui de ma mère. Sa session était encore ouverte. J'aurais dû détourner le regard, mais j'ai vu un objet de mail avec mon nom, situation. Chloé. Ma poitrine s'est serrée. J'ai cliqué. C'était une discussion entre ma mère et Léa. On garde Chloé ici pour les enfants, écrivait ma mère. Elle n'a rien d'important à faire de toute façon. C'est comme avoir une aide gratuite.
Et Léa avait répondu, elle se sentira probablement utile pour une fois. C'est un peu triste, honnêtement, mais ça nous arrange parfaitement. J'ai relu ces mots encore et encore. Aide gratuite. Un peu triste. J'ai pris des captures d'écran. Puis je suis restée assise dans le noir, réalisant une chose horrible. J'avais passé 32 ans à essayer de gagner l'amour de gens qui ne valorisaient que mon utilité. Je suis rentré chez moi à 1h du matin. Mon appartement était petit et démodé, avec une moquette beige et des meubles de seconde main. Ma mère l'avait un jour qualifié de déprimant. Mais cette nuit-là, pour la première fois, je m'y suis senti en sécurité. J'ai regardé le mail de Marc-André Leroy briller sur mon téléphone. Il voulait me rencontrer à Biarritz. J'ai appelé tante Sylvie. Elle a décroché immédiatement. Qu'est-ce qui s'est passé, a-t-elle demandé doucement. Je lui ai tout raconté, le voyage aux Seychelles, l'humiliation, les mets. Quand j'ai enfin fini de parler, Sylvie est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit la phrase qui a changé ma vie, tu peux partir, Chloé. J'ai dégluti avec difficulté. Je ne peux pas. Juste disparaître. Si, tu le peux, a-t-elle répondu fermement. Tu as passé ta vie à demander la permission d'exister. Arrête de demander. J'ai pleuré. Après avoir raccroché. Pas de tristesse, mais parce qu'au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. À 6h du matin, je faisais mes valises. 3 sacs, mon matériel photo, mon ordinateur, l'écharpe en cachemire autour d'eux. Mon vieux Canon, et pour la première fois de ma vie, je me suis choisi. Moi-même. 2 jours plus tard, je suis retourné chez mes parents. Ma mère était dans le salon en train d'organiser les tenues pour les vacances. Léa parcourait les avis sur les hôtels. Mon père lisait le journal. Je dois vous dire quelque chose, ai-je commencé. Personne n'a levé les yeux au début. Si. C'est pour le planning des enfants, a soupiré ma mère, Léa te l'a déjà envoyé. Par SMS. Ce n'est pas ça. Cette fois, ils m'ont regardé. Je ne garderai pas les enfants, ai-je dit calmement. Je pars pour Biarritz demain. Silence total. Puis Léa a ri nerveusement. Quoi? J'ai une opportunité professionnelle là-bas. Une opportunité professionnelle, a répété mon père. Oui. Léa s'est levée brusquement. Chloé, arrête tes bêtises. On compte sur toi. Vous avez tout organisé sans même me demander mon avis. Le visage de ma mère s'est durci. C'est d'un égoïsme incroyable. Égoïste, ai-je répété. Doucement. Vous m'avez exclu du voyage familial devant 30 personnes. C'est différent. En quoi? Parce que Léa a besoin d'aide. Je l'ai regardé longuement. La famille passe avant tout, n'est-ce pas, ai-je demandé. Oui. Alors pourquoi n'étais-je pas assez famille pour aller aux Seychelles? Personne n'a répondu. Finalement, mon père a baissé son journal. Si tu pars, a-t-il prévenu, ne t'attends pas à ce que les choses soient les même à ton retour. J'ai hoché la tête. Je comprends. Et pour une fois, je comprenais vraiment. Le lendemain, les attaques émotionnelles ont commencé. Ma mère a laissé message sur message. Tu détruis cette famille. Ton père est dévasté. Léa a pleuré toute la soirée. Puis vinrent les messages de Léa, je ne comprends pas pourquoi tu me fais ça. Tu ne tiens pas à ta famille? Tu vas finir seul comme tante Sylvie. J'ai fixé le texte. Il pensait que c'était une insulte. Mais tante Sylvie possédait sa propre entreprise. Elle créait de l'art. Elle s'était construit une vie qu'elle aimait. Peut-être que finir comme tante Sylvie n'était pas une menace, mais une libération.
J'ai éteint mon téléphone. Puis j'ai quitté la région parisienne. Le trajet jusqu'à Biarritz durait plusieurs heures. Je me suis arrêté dans de petits motels de bord de route. J'ai mangé seul dans des brasseries tranquilles. Pour la première fois. Depuis des années, personne n'avait besoin de moi pour quoi que ce soit. Quelque part dans le centre de la France, je me suis garé pour regarder le coucher de soleil dorer les champs. J'ai levé mon appareil photo. Clic. Ma première photo. En tant que femme libre. Le 4e jour, j'ai appelé tante Sylvie depuis le Pays Basque. Je suis nerveuse, ai-je admis. C'est normal, a-t-elle dit. Chaleureusement. Les grands changements font peur. Mais avoir peur ne veut pas dire qu'on se trompe. Quand j'ai enfin aperçu l'océan, j'ai baissé ma vitre. Pour sentir l'air salin. L'Atlantique s'étendait à l'infini devant moi. Bleu, sauvage, ouvert. J'ai pleuré si fort que j'ai dû m'arrêter sur le bas-côté. Au crépuscule, je suis arrivé au café de tante Sylvie à Saint-Jean-de-Luz. Le petit bâtiment ressemblait à un décor de conte de fées, avec ses volets bleus et ses jardinières fleuries. Sylvie m'attendait devant. Dès que je suis sorti de la voiture, elle m'a serré fort dans ses bras. Bienvenue à la maison, a-t-elle murmuré. Personne ne m'avait jamais dit ces mots avec autant de sincérité. La vie au Pays Basque m'a semblé irréelle au début. Ma chambre, au-dessus du café, donnait sur l'océan. Chaque matin, j'aidais au service du petit déjeuner. Je servais des cafés et des gâteaux basques, je discutais avec des inconnus bienveillants. Et chaque après-midi, je travaillais sur mes photos. Puis vint le rendez-vous avec Marc-André Leroy. Je suis entré dans la galerie. Lumière océane avec la plus jolie robe que j'avais. Les murs blancs de la galerie brillaient sous des éclairages tamisés. J'avais le ventre noué. Marc-André ne ressemblait en rien à ce que j'imaginais. Pas de costume onéreux. Pas d'attitude hautaine. Juste des yeux rieurs et des cheveux argentés. Il a souri chaleureusement en me serrant la main. Chloé, a-t-il dit, je suis ravi de vous rencontrer. Ravi? Personne n'avait jamais semblé ravi de me rencontrer. Il m'a montré mes photographies projetées sur un écran. Puis il s'est arrêté sur une image, la vieille dame seule à l'arrêt de bus. Cette image, a-t-il dit doucement, est extraordinaire. Ma gorge s'est serrée. Elle a attendu 40 minutes pour un bus en retard, ai-je expliqué. Personne ne lui a proposé d'aide. Marc-André a hoché la tête. Vous remarquez les gens que les autres ignorent. C'est rare. Puis il m'a regardé droit dans les yeux. Je veux vous proposer une exposition en solo. Mon cerveau s'est arrêté de fonctionner. Quoi? 15 photographies. Dans 6 semaines. Nous prendrons en charge le tirage et la communication. Vous recevrez 60% des ventes. Je suis resté sans voix. Une vraie galerie. Une vraie exposition. Mon nom sur les murs. Quelques jours plus tard, je signais le contrat, artiste, Chloé. Voir mon nom imprimé là m'a presque fait pleurer. Pendant des années, j'avais tout fait dans l'ombre, cuisiner, nettoyer, garder les enfants, aider. Personne n'avait jamais célébré cela. Mais maintenant, pour la première fois, quelque chose m'appartenait. Pendant que je construisais ma nouvelle vie, ma famille était aux Seychelles. Apparemment, le voyage a tourné au désastre. Sans moi, personne ne savait comment gérer les enfants. Léo hurlait parce que personne n'avait pris ses jouets préférés. Camille a fait une otite. Personne ne se souvenait où étaient rangés les carnets de santé. Ma mère se plaignait sans cesse. Antoine était frustré, Léa était épuisée. Puis les messages ont commencé à pleuvoir. Où est le dossier médical de Léo?
Quelle histoire Camille veut-elle avant de dormir? Que mangent les enfants quand ils refusent de dîner? J'ai ignoré chaque message. J'étais trop occupé à préparer mon exposition. Et puis, une chose inattendue s'est produite, Léa a cherché mon nom sur Internet. Pour la première fois, elle a trouvé autre chose que de l'invisibilité. 6 semaines plus tard, le soir du vernissage est arrivé. L'espace était magnifique. Mais 15 photographies étaient accrochées sur les murs blancs dans des cadres noirs. Un quatuor à cordes jouait doucement près de l'entrée. Les invités remplissaient la salle, une coupe de champagne à la main. Des gens étaient venus voir mon travail. Le mien. Je portais une robe bleu marine et du rouge à lèvres. Je me reconnaissais à peine. Tante Sylvie m'a tendu un verre. Comment tu te sens? Terrifiée. Elle a ri doucement. C'est que ça en vaut la peine. Puis, Marc-André s'est approché, radieux. Félicitations, a-t-il dit. Ta première œuvre vient d'être vendue. Je suis resté figé. Quoi? Il a désigné la photo de l'arrêt de bus. Un petit point rouge était collé à côté du prix. Vendu. 3 000 €. 3 000 € pour quelque chose que j'avais créé. J'ai cru que mes jambes allaient se dérober. Puis la porte de la galerie s'est ouverte et mon cœur a sombré. Léa et Antoine sont entrés. Encore un peu bronzés par les Seychelles. Ils dégageaient toujours cette même énergie, comme si le monde devait s'organiser autour d'eux. Léa s'est précipitée vers moi de façon théâtrale. Chloé, s'est-elle écriée. On était tellement inquiets pour toi. Les invités se sont retournés. Le quatuor a légèrement faibli. Je suis resté calme. C'est inattendu. On devait venir, a insisté Léa. Antoine regardait autour de lui avec confusion. C'est toi qui as fait tout ça, a demandé Léa. Oui. Depuis quand es-tu photographe? Depuis 3 ans. Personne ne l'a demandé. Cela l'a fait taire une seconde. Puis elle s'est penchée vers moi. Je suis encore enceinte, a-t-elle chuchoté. Et j'ai vraiment besoin que tu rentres? C'était là. Pas de félicitations, pas de fierté. Juste le besoin. Toujours le besoin. Maman ne s'en sort pas avec les petits, a continué Léa. Désespérément. Antoine est débordé. J'ai besoin de ton aide. Avant que je puisse répondre, tante Sylvie s'est placée à mes côtés. Elle ne rentrera pas. Antoine a froncé les sourcils. Sauf votre respect, c'est une affaire de famille. Sylvie a ri sèchement. Tu veux dire la famille qui l'appelle? Main-d'œuvre gratuite dans des mailles privées. Léa a pâli. Autour de nous. Les gens ont arrêté de faire semblant de ne pas écouter. Une femme élégante d'un certain âge, une collectionneuse nommée Madame Girard, s'est approchée. Elle vous a appelé comment? Léa a semblé paniquer. On ne le pensait pas comme ça. Et comment le pensiez-vous? A demandé froidement Madame Girard. J'ai réalisé une chose importante à ce moment-là, pour la première fois de ma vie, on m'écoutait. On ne m'ignorait pas, on ne me congédiait pas. On m'écoutait. Je me suis donc avancé au centre de ma propre galerie. Léa, ai-je dit calmement. J'espère que ta grossesse se passera bien. Vraiment. Mais je ne reviendrai pas à Saint-Germain pour élever tes enfants. Ses yeux se sont agrandis. Tu ne comprends pas. Non, ai-je interrompu doucement. C'est toi qui ne comprends pas. J'ai désigné les photos. C'est ma carrière. Mon travail a de la valeur. Ce soir seulement, j'ai vendu pour des milliers d'euros d'art. La pièce est restée silencieuse. Tu as passé des années à agir comme si ma vie n'avait pas
D'importance parce qu'elle ne t'était pas utile, ai-je continué. Mais j'ai de la valeur même quand je ne sers pas les autres. Léa a commencé à pleurer, de vraies larmes cette fois. Puis Marc-André a commencé à applaudir. Tante Sylvie la rejoint. Madame Girard a levé son verre vers moi. Bientôt, toute la salle a applaudi. Pas seulement pour l'art, mais pour moi. Pour avoir enfin osé me choisir. J'ai failli pleurer. Puis la porte s'est ouverte à nouveau et mes parents sont entrés. Ma mère avait l'air furieuse, mon père mal à l'aise. Les invités ont immédiatement senti la tension. Chloé, a lancé ma mère. On doit parler. Je me suis avancé vers eux lentement. Vous avez fait tout ce chemin. Bien sûr, a-t-elle sifflé. Tu as abandonné ta famille. Je l'ai fixé. Non. J'ai arrêté de m'abandonner moi-même. Son expression s'est durcie. Tu te comportes de façon égoïste. J'ai failli rire. Égoïste? Tu m'as exclu des vacances familiales parce que tu avais besoin d'une babysitter gratuite. C'était juste un voyage. Un voyage qui a révélé la vérité. Mon père a soupiré lourdement. Chloé, ta mère veut seulement dire. Je sais exactement ce qu'elle veut dire. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert les captures d'écran. Ma mère a perdu toutes ses couleurs. J'ai lu les mails à haute voix. Garde Chloé ici pour les enfants. Elle n'a rien d'important à faire de toute façon. C'est comme avoir une aide gratuite. Le silence dans la galerie était assourdissant. Chaque personne présente écoutait. Puis j'ai lu la réponse de Léa. Elle se sentira probablement utile pour une fois. Ma sœur a semblé sur le point de s'effondrer. Ma mère ouvrait et fermait la bouche sans pouvoir sortir. Un son. Finalement, Antoine a éclaté. C'est ridicule, a-t-il aboyé. Dans une famille, on s'entraide. Madame Girard a croisé les bras. Dans une famille, on se respecte aussi, a-t-elle répliqué froidement. Une femme à côté a secoué la tête. Traiter sa fille de main-d'œuvre gratuite, ce n'est pas de l'amour. Des murmures ont parcouru la pièce. Ma mère semblait horrifiée. Pas parce qu'elle m'avait blessé, mais parce que les gens la regardaient. C'était ce qui comptait. Le plus pour elle, les apparences, la réputation, le contrôle. Tante Sylvie s'est avancée calmement. Je pense qu'il est temps que vous partiez. Personne n'a discuté. Pour une fois, ma mère n'avait aucun pouvoir. Elle a tourné les talons et s'est dirigée vers la sortie. Mon père a suivi en silence. Léa est restée en arrière, en pleurs. Je ne savais pas que tu ressentais ça, a-t-elle chuchoté. Je l'ai regardé avec tristesse. Non, ai-je dit doucement. Tu n'y as juste jamais pensé. Cela l'a blessée plus que si j'avais crié. Avant de partir, elle a regardé les murs de la galerie, mes photos, les gens qui les admiraient, la vie que j'avais construite sans eux. Et pour la première fois, je crois qu'elle a compris que j'avais toujours été bien plus que l'aide familiale. Après leur départ, l'atmosphère s'est détendue. Marc-André m'a tendu un autre verre. Eh bien, a-t-il dit avec un sourire, c'était inoubliable. J'ai ri nerveusement. C'était terrible? Honnêtement, a-t-il répondu, tout. Le monde ici se souviendra de ton nom. À la fin de la soirée, 8 photographies avaient été vendues. 14 000 € au total. Ma part était de 8 400 €. J'ai fixé les chiffres, incrédule. C'était plus d'argent que ce que je gagnais habituellement en 3 mois. Puis Marc-André m'a tendu une autre carte de visite. Madame Girard souhaite te passer une commande. Une commande. Des collectionneurs voulaient mes photos.
Les gens appréciaient ma création. 7. Nuit-là, j'ai monté les photos restantes dans ma chambre. J'ai posé le chèque sur mon bureau et je l'ai contemplé longtemps. Payable à l'ordre de Chloé. La preuve. La preuve que j'existais. 2 mois plus tard, ma vie était totalement différente. Je travaillais le matin au café et l'après-midi dans mon studio. Photo. Marc-André planifiait ma 2e exposition. Un magazine local m'a mise en couverture avec ce titre, l'artiste qui a appris à se voir elle-même. J'ai reçu des messages de femmes de tout le pays, des femmes qui se sentaient invisibles dans leur propre famille, qui avaient passé des années à se sacrifier, qui avaient oublié qu'elles méritaient une vie bien à elles. Certains messages m'ont fait pleurer, merci de m'avoir montré que j'ai le droit de partir. Vous m'avez fait réaliser que je suis plus que ce que je fais pour les autres. Je pensais être la seule. Ma famille me contacte de temps en temps. Léa m'a envoyé un message après la naissance de sa fille, Charlotte. Je l'ai félicitée et j'ai envoyé un cadeau, rien de plus. Ma mère m'a appelé une fois pour me demander si j'avais fini ma crise. J'ai supprimé le message vocal. Mais mon père m'a surprise. Un soir, j'ai reçu un mail de sa part, 3 phrases. Seulement, Chloé, j'ai vu l'article dans le magazine. Je suis fier de toi. Papa. Je l'ai lu 5 fois, puis je l'ai enregistré. Parce que même si c'était arrivé bien trop tard, une partie de moi avait encore besoin d'entendre ces mots. Aujourd'hui, je suis assise dans mon studio face à l'océan. Le vieux Canon du dépôt-vente est toujours sur l'étagère, à côté d'un nouvel appareil professionnel que j'ai acheté avec l'argent de mes ventes. L'un me rappelle qui j'étais, l'autre me rappelle qui je suis devenu. Ma 2e exposition ouvre le mois prochain. Elle s'intitule Frontières. 15 photographies explorant l'espace entre la famille et la liberté, entre l'amour et l'obligation, entre aider et disparaître. Je pense que c'est mon meilleur travail. Tante Sylvie m'apporte toujours mon café chaque matin. Marc-André m'appelle régulièrement pour de nouvelles opportunités. Les habitués du café me réservent ma table préférée près de la fenêtre. Ici, les gens connaissent mon nom. Pas parce que je les sers, mais parce qu'ils me voient. Je ne suis pas riche, je ne suis pas célèbre, mais je suis enfin visible. Et cela me suffit. Je ne suis toujours pas retourné à Paris. Peut-être que je le ferai un jour, mais plus jamais en temps quête gratuite, plus jamais comme quelqu'un qui attend la permission d'exister. Il y a quelques semaines, j'ai retrouvé un vieil autoportrait pris dans mon petit appartement parisien. Sur la photo, j'avais l'air épuisé. Effacé, vaincu. Comme si je m'excusais d'être là. Je l'ai supprimé. 7. Femme n'habite plus ici. Maintenant, je prends de la place. Maintenant, je dis non quand je pense non. Maintenant, je crée des choses magnifiques. Maintenant, je comprends ce que j'aurais aimé apprendre des années plus tôt, l'amour ne doit pas exiger que vous disparaissiez. Une famille ne doit pas vous estimer seulement quand vous êtes utile. Et poser des limites n'est pas une trahison. Parfois, la chose la plus courageuse qu'une personne puisse faire est de s'éloigner des gens qui ne la remarquent que lorsqu'elle arrête de donner.